Nous sommes le 8 septembre 2017 à Pensacola, en Floride. Cassandra Waller, une jeune femme dans la trentaine, s'inquiète. Sa compagne, Taylor, n'est toujours pas rentrée et elle ne répond pas à ses appels. Bon, après tout, elles ne sont pas ensemble depuis très longtemps et elles ont déjà connu des conflits. Mais leur relation allait bien, ou du moins mieux. Elles venaient littéralement d'emménager ensemble. Elles repartaient sur de bonnes bases. Elles devaient même dîner ensemble ce soir-là pour l'anniversaire de Cassandra, avant que celle-ci ne reçoive un message de sa petite amie lui disant qu'elle avait besoin de s'absenter quelques jours. Alors, Cassandra l'a très mal pris. Il semble peu probable que Taylor disparaisse de son propre chef, mais entre sa relation compliquée, bien que à nouveau sur les rails, et l'audience pour son divorce qui approche, elle a peut-être paniqué. Oui, c'est sûrement ça. Et puis, Taylor est une tête brûlée, tout le monde le sait. Elle s'est sans doute sentie acculée et a eu besoin de souffler un peu. Mais c'est le fait de ne pas donner de nouvelles à ses proches qui semble si inhabituel. Partir au vert, ok, mais inquiéter tout le monde en le faisant, ça ne ressemble pas à la jeune femme. Les jours passent et toujours aucune nouvelle d'elle. À ce stade, Cassandra ne peut plus lui trouver d'excuses et le 14 septembre, elle contacte la police. Le dossier est ouvert, mais une visite au domicile de Taylor permet de constater que rien ne manque. Tous ses objets personnels se trouvent encore chez elle et sa voiture est toujours garée dans l'allée. L'officier d'information publique du département de police de Pensacola, Mike Wood, déclare aux médias. « Nous avons enquêté et à ce stade, nous n'avons aucune raison de penser qu'il s'agit d'un acte criminel. » Durant les jours qui suivent l'ouverture de l'enquête, les enquêteurs reçoivent une poignée de témoignages de personnes qui pensaient l'avoir aperçu depuis le 7 septembre. Mike Wood déclare « Je ne peux pas tout expliquer, mais je peux vous dire que nos enquêteurs ont examiné la situation et que nous avons toutes les raisons de croire qu'il s'agit simplement d'une adulte qui a choisi de ne pas contacter ses proches. » Mais la vérité est bien plus sombre. Taylor Ashley White est une jeune femme de 33 ans qui était sur le point de commencer une nouvelle vie. Au fil de sa vie, Taylor s'est forgé une solide carapace, en partie à cause des difficultés qu'elle a vécues. À l'âge de 13 ans, elle est placée en famille d'accueil, et ce n'est que lorsqu'elle rencontre Nancy Murchison, une voisine qui l'a finalement recueillie, que sa vie s'est améliorée. Taylor a vécu avec les Murchison pendant la majeure partie de son adolescence, avant de rencontrer et de tomber amoureuse de Jeff White, un marine, en Caroline du Nord. Jeff déclare qu'il a été attiré par Taylor parce qu'elle était différente, intelligente, compétitive, résistante et toujours aussi belle quand elle portait une robe. Notre premier rendez-vous s'est terminé par un lancer de couteau sur une cible de fléchettes, précise-t-il. Alors que Jeff est parti au combat, Taylor, qui portait souvent un collier distinctif avec une balle, est devenu officier de police à Jacksonville, en Caroline du Nord. Son amie et officier supérieur Barbara Evanson déclare « Taylor était une personne absolument extraordinaire. Elle voulait être amie avec tout le monde. » En 2010, Taylor et Jeff accueillent leur fils unique, Drake, et comme l'a décrit Jeff, Taylor est une mère idéale qui consacre tout son temps à s'occuper de son jeune enfant. Mais la relation du couple a commencé à s'effriter après leur déménagement en Floride, début 2016. Lors d'un dîner organisé à l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, ils ont décidé de divorcer. On ne sait pas vraiment de qui l'idée vient réellement, car les deux versions s'opposent. Selon Barbara, Taylor s'est sentie trahie et surprise lorsque Jeff a annoncé qu'il voulait divorcer, mais Jeff a déclaré qu'il avait voulu faire fonctionner le mariage et que Taylor avait été très direct en disant « Je ne veux plus être avec toi ». Quoi qu'il en soit, la relation est devenue amère, le couple se disputant la garde de Drake et l'argent. À une occasion, Jeff a appelé la police après une vive dispute et Taylor, qui avait depuis quitté son emploi d'officier de police, a été arrêté pour coups et blessures. Bien que Jeff ait par la suite abandonné les poursuites, la carrière de Taylor a été mise à mal et aucun service de police n'a voulu l'embaucher. Sans emploi ni logement stable, Taylor a accepté à contre-cœur de confier à Jeff la garde complète de leur fils, qui part donc vivre avec son père, de retour en Caroline du Nord. Outre la querelle sur la garde, Taylor estimait qu'un règlement de 100 000 $ qu'elle avait reçu avant le mariage, suite à un grave accident de voiture, devait lui revenir et ne pas être divisé dans le cadre des biens matrimoniaux. Alors que le couple s'affrontait au tribunal, un juge a gelé leurs avoirs, mais Taylor a tout de même réussi à retirer les 100 000 $ du compte joint dans le but de les cacher. Le juge furieux lui a ordonné d'apporter un chèque de 25 000 $ à la prochaine audience, ce qui devait avoir lieu 4 jours après sa disparition.
Au milieu des batailles juridiques, Taylor essayait tout de même d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Elle a commencé à travailler comme détective privée et s'est fait de nouveaux amis, puis a rencontré Cassandra via une application de rencontre. Le début de leur relation a été perturbé par la consommation occasionnelle de drogue de Taylor, mais le couple a réussi à s'en sortir et s'est engagé à commencer une vie ensemble. Mais le week-end même où la jeune femme emménage dans la maison de Cassandra à Pensacola, en Floride, elle disparaît mystérieusement. Alors forcément, Cassandra est interrogée. Elle déclare « Tout mon week-end d'anniversaire a été consacré à déménager les affaires de Taylor, mais ça ne m'a pas dérangée parce que j'étais vraiment heureuse. » C'est sous le coup de l'émotion qu'elle explique aux enquêteurs que Taylor a quitté la maison pour aller faire des courses avec sa meilleure amie Ashley McArthur. Néanmoins, Taylor lui a bien dit à ce soir en partant, car elles avaient prévu de se retrouver pour dîner à l'occasion de l'anniversaire de Cassandra. Alors cette dernière fut étonnée de recevoir un SMS de sa compagne peu avant 20h disant « Je t'appellerai plus tard. Je ne suis pas en colère contre toi et j'aurais dû t'appeler, mais j'avais besoin de réfléchir. J'essaye d'organiser ma vie et de la remettre sur les rails. » Ce que Cassandra a trouvé très bizarre. Quand elle a essayé de l'appeler, Taylor n'a pas répondu. C'est au tour d'Ashley d'être questionnée. Elle explique que Taylor était stressée et émotive ce jour-là et qu'elle a fondu en larmes à 2 reprises. Pour lui changer les idées, Ashley raconte qu'elle lui a proposé d'aller faire de l'équitation dans une ferme familiale à Milton, en Floride, à une 40aine de minutes. Une fois rentrées chez Ashley, les 2 femmes ont un peu discuté, puis Taylor a commandé un Uber vers 16h30 pour se rendre en ville afin d'aller boire une bière. Elle précise avoir reçu un SMS de son amie vers minuit disant « Je vais bien, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir, le déménagement et le tribunal me stressent. J'ai besoin de quelques jours pour moi. Tout va bien, je ne fais rien de mal. » Ashley lâche cependant une bombe aux enquêteurs, affirmant que Taylor a une liaison avec une femme dans une autre ville pendant qu'elle fréquentait Cassandra et que le couple s'est disputé à ce sujet par le passé. Bon, donc à ce stade, si on part du principe que Taylor n'a pas disparu de son propre chef, ce qui est vraisemblable, car sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter aujourd'hui, nous avons 3 suspects potentiels. L'ex-mari, Jeff, la compagne, Cassandra, et la meilleure amie, Ashley. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà une petite idée ou pas, ça m'intéresse. Les jours passent, toujours sans nouvelles de Taylor. Tous ses proches déclarent qu'elle n'était pas le genre de personne à disparaître comme ça, et surtout pas sans prévenir sa famille et ses amis de l'endroit où elle allait. Suite à ce que leur a dit Ashley à propos de la liaison, une perquisition en bonne et due forme est effectuée chez Cassandra. La première fois, ils sont juste passés voir au domicile dans le cadre de la constitution du dossier pour disparition. Ils retrouvent la carte d'identité de Taylor, son passeport, de l'argent, un revolver auquel il manque une balle et un chèque de 19 000 $ non encaissé. Tiens. Ils embarquent les appareils électroniques de Cassandra, espérant trouver quelque chose d'intéressant. Lors d'un entretien avec les enquêteurs, Cassandra fait part de sa conviction que le SMS qu'elle a reçu de Taylor n'était pas réellement de sa part. Elle affirme que le langage utilisé dans le message ne ressemblait pas à celui que Taylor utilisait habituellement. Elle déclare aussi qu'elle a acheté l'arme après que Jeff lui ait dit que Taylor avait été violente avec lui dans le passé. C'est curieux, non, d'emménager avec quelqu'un dont tu as tellement peur que tu doives acheter une arme à feu pour te protéger au cas où? Concernant Jeff, il déclare qu'il n'a pas eu de nouvelles de son ex-femme depuis le 9 septembre, date à laquelle elle lui a envoyé un SMS. Les autorités se sont toutefois concentrées sur le fait que Jeff et Taylor étaient en plein milieu d'une bataille pour la garde de leur enfant, donc un potentiel mobile pour Jeff. Cassandra déclare que Taylor voulait absolument obtenir la garde alternée de Drake. Jeff affirme aux enquêteurs qu'il n'était pas en ville lorsque son ex-femme a disparu, il se trouvait à des centaines de kilomètres de là, en Caroline du Nord, et son alibi est vérifié. Alors, il est mis hors de cause. Bien que le travail de Taylor, qui était détective privé, ait pu la mettre en danger, les autorités ne retrouvent aucune preuve suggérant qu'une personne qu'elle avait rencontrée dans le cadre de son travail lui avait causé du tort. Également, les relevés de son portable indiquent qu'il n'a pas été utilisé depuis sa disparition. Bien que la découverte du chèque sans libellé ne joue pas en sa faveur, Cassandra semble prête à aider l'enquête et après vérification de ses appareils électroniques, rien d'important ne semble avoir été révélé. Sa localisation la place chez elle toute la journée du 8 septembre, elle est donc mise hors de cause. Ce qui nous laisse donc Ashley. Ashley Britt McArthur est une femme d'affaires de 42 ans. Elle travaille pour l'entreprise familiale appelée Pensacola Automatic Amusement. L'entreprise fournit des jukebox, des tables de billard et d'autres jeux de ce style aux bars et commerces locaux.
Mais elle n'a pas toujours travaillé uniquement pour l'entreprise. En 2001, elle s'est inscrite à l'université de Floride, où elle a obtenu un diplôme en sciences et technologies médico-légales. En 2006, elle a travaillé au bureau du shérif du comté d'Escambia en tant qu'enquêtrice sur les scènes de crime. Mais cette carrière s'est terminée assez rapidement, car 6 mois plus tard, elle a dû retourner travailler pour l'entreprise familiale à cause d'un problème de dos dû à un accident de voiture. Elle a épousé son mari Zach MacArthur en 2014. Il était officier de police au bureau du shérif et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Et c'est donc comme ça qu'Ashley a rencontré Taylor, par l'intermédiaire de son mari. En fait, à un moment donné, Zach a changé de voie, il est devenu détective privé et c'est comme ça qu'il a rencontré Taylor White, également détective privé. Puis Ashley et Taylor sont devenus meilleurs amis. Le 18 septembre, Ashley est convoquée pour une audition. Elle nie avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de son amie. Elle relate la journée qu'elle a passée avec Taylor, la dernière journée où cette dernière a été vue en vie. Elle raconte que Taylor a bu toute la journée, alors qu'elle ne l'avait jamais vu boire aussi tôt dans la journée avant, et qu'elle était déchirée à propos de son récent emménagement chez Cassandra, qu'elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Have you ever seen her drinking at that time of day before? That was odd behavior. And in fact, I said something to her. I was like, beer at this time of the morning? She was like, well, it's 5 o'clock somewhere. I'm like... It's a perfect response. Puis les enquêteurs lui demandent pourquoi elle a déposé un chèque de banque de 34 000 $ au nom de Taylor sur son propre compte bancaire le 16 août dernier, soit environ 1 mois avant sa disparition. Ashley explique que Taylor cachait de grosses sommes d'argent à son ex-mari. Souvenez-vous, je vous ai dit que Taylor avait retiré 100 000 $ du compte joint car elle estimait qu'il lui appartenait. Une partie de ces 100 000 $ a été confiée en cash à ses proches, dont Ashley qui a reçu 20 000 $, et l'autre partie a été mise sur son compte personnel, puis elle a écrit des chèques qu'elle faisait encaisser à ses proches également, dont Ashley, encore une fois. Ashley devait ensuite les retirer en cash à nouveau et les déposer dans un coffre-fort auquel Taylor avait accès, mais qui n'était pas enregistré à son nom, donc sans crainte qu'il soit gelé par le juge. Donc, Ashley explique cela aux enquêteurs. Elle dit que Taylor avait concocté tout un micmac de retrait de liquide, de chèques, de coffres-forts, que même Ashley ne savait pas tout ce que Taylor faisait concernant son argent, que c'était bien trop compliqué à suivre. Elle explique que Taylor lui a raconté une histoire très triste à propos de cet argent et de son divorce en général, selon laquelle Jeff essayait de la dépouiller de son argent, de ses biens et de son fils. Ashley précise que tout ce qu'elle voulait, c'était aider son amie, même si ce qu'elle faisait était très louche. Elle dit que son mari voulait qu'elle arrête de cacher l'argent de Taylor, car il avait peur que ça finisse par se retourner contre eux. Puis elle finit par préciser qu'elle ne pensait pas que Taylor était une mauvaise personne qui voulait absolument voler son ex-mari, mais qu'elle était peut-être trop naïve et qu'elle voyait trop le bon côté des gens. Par contre, elle déclare que le jour de leur rencontre, Taylor a récupéré l'argent qu'elle lui avait demandé de cacher, l'avait mis dans un sac de sport et l'avait ramené chez elle. Elle émet aussi l'hypothèse que Taylor soit partie ou ait eu un conflit avec un groupe de personnes plus ou moins proches d'un trafic de drogue, puisque Taylor en consommait dernièrement. If I didn't know about the drug situation, I wouldn't be worried about her. I would say Taylor's doing what Taylor does. But then that lifestyle becomes a different group of people. Sure. Which is what I worry about with her. Sure. And we don't know that she ever had intentions on leaving. Maybe she wanted to go have fun and then someone found her with a bag full of cash. And that's why we have to follow down every single avenue and ask all these questions. Les enquêteurs supposent qu'elle aurait pu avoir des ennuis si elle avait rencontré quelqu'un qui s'est aperçu qu'elle avait énormément de liquide sur elle, car aucun sac rempli de cash n'a été retrouvé chez Cassandra. Elle raconte la fin de sa rencontre avec son amie. Une fois qu'elles sont revenues chez Ashley après l'équitation, Taylor lui a dit qu'elle avait envie d'aller boire une bière. Ashley lui a proposé de la déposer à sa voiture, mais Taylor lui a dit qu'elle ne voulait pas conduire. Ashley explique qu'elle est rentrée chez elle 1 minute et que quand elle est ressortie, Taylor était partie. Quand on lui demande si elle a fait du mal à Taylor, elle répond que non. Quand on lui demande si elle sait qui a fait du mal à Taylor, elle répond que non, mais qu'elle ne pense pas que quelqu'un lui ait fait du mal. Elle dit, je cite, « Taylor fait ce qu'elle a envie de faire ». No, I don't. I don't know that she's been harmed. Did you harm her? No, I didn't. You know Cass has harmed her? No. I wouldn't think so. Like, I don't believe Taylor's been harmed.
I think Taylor's doing what Taylor does. Ashley est autorisée à s'en aller. Mais deux choses sont louches quant à ses affirmations. Premièrement, elle a insisté sur le fait que Taylor avait quitté son domicile le jour de sa disparition vers 16h30. Mais les inspecteurs ne trouvent aucune trace d'un Uber, d'un Lyft ou d'un taxi ayant été appelé à l'adresse d'Ashley cet après-midi-là. Et leurs soupçons se renforcent lorsqu'ils découvrent que, bien qu'elle ait déclaré aux autorités qu'elles étaient allées faire de l'équitation à Milton ce jour-là, les relevés téléphoniques de Taylor révèlent qu'elle se trouvait en fait à des kilomètres de là, à Cantonment, en Floride, dans une propriété agricole rurale. Très louche. Pourquoi aurait-elle menti sur ce point? Est-elle réellement derrière la disparition de sa meilleure amie? Un mois après la disparition de Taylor, ses proches remuent toujours ciel et terre pour la retrouver. Cassandra publie sur Facebook, je cite, « Disparue il y a 1 mois aujourd'hui. Aidez-nous à retrouver Taylor White. Taylor n'aurait pas disparu de son propre chef comme ça. Si elle l'a fait, nous avons juste besoin que quelqu'un nous confirme qu'elle est en sécurité, c'est tout. C'est une mère aimante, une grande amie pour beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui vous donnerait la chemise qu'elle porte sur son dos et quelqu'un à qui je tiens plus que les mots ne peuvent le décrire. Nous ne cesserons pas de la rechercher. Toute aide pour diffuser l'avis de recherche ou pour garder l'œil ouvert et avertir quelqu'un si vous la voyez sera très appréciée. » Cassandra a passé les dernières semaines à appeler tous les hôpitaux du coin, puis est passée aux hôpitaux des États voisins. Pendant ce temps, Ashley contacte les détectives pour leur donner des informations, comme le fait que Taylor était retombée dans la cocaïne et qu'il fallait sans doute la chercher dans, je cite, des allées sombres. Environ 6 semaines après la disparition de Taylor, le 19 octobre, les détectives obtiennent un mandat de perquisition pour le domicile et l'entreprise d'Ashley, ainsi que pour la propriété agricole située à Cantonment, qui appartient en fait à sa tante. Ce jour-là, elle est interrogée au poste de police en même temps qu'une équipe de détectives fouille l'exploitation avec une unité spéciale canine. Elle semble moins à l'aise, elle croise les bras et les jambes, s'assoit le plus loin possible du détective à côté d'elle. Elle ne sourit plus et a le visage fermé. Elle répète ce qu'elle a dit lors de sa première audition. Quand elle est confrontée sur le fait qu'elle a menti sur sa localisation ce jour-là, qu'elle n'était pas à Milton mais à Cantonment, elle explique que oui, elles sont rapidement passées chez sa tante car Taylor voulait récupérer des affaires, dont des coffres. Quand il lui demande pourquoi elle ne leur a pas dit tout ça la première fois, Ashley réplique que Taylor lui avait fait promettre de n'en parler à personne. Mais ça ne passe pas pour les enquêteurs. Il lui rappelle qu'elle est auditionnée dans le cadre d'une affaire de disparition et que chaque détail compte. Ashley répond qu'elle ne pensait pas que c'était si important. Why did you not tell us that originally? Because she asked me not to tell anyone ever. Okay. Why? I gotcha. Okay. Les enquêteurs insistent, lui disent qu'elle était seule avec Taylor dans une ferme le jour de sa disparition, que c'est louche, mais Ashley affirme qu'elle n'a rien fait à son amie. Ils lui apprennent que le domaine est en train d'être perquisitionné en ce moment même et qu'ils vont la trouver, mais Ashley répond qu'elle n'est pas là-bas, qu'elle ne sait pas où elle est. I didn't do anything Let me to tell you this, if she's at that farm, we're going to find her because we're executing a search warrant out there right now. That's fine, but she's not going to be there. Then where's she at? I don't know where she Where's is. her body at? I don't know where she is. Puis elle demande un avocat, alors elle est autorisée à s'en aller. Tell us what happened. I think at this point I need an attorney. 2 heures après que les autorités l'aient laissé quitter la salle d'interrogatoire, l'équipe qui fouille la ferme découvre une partie d'un crâne dépassant du sol, encastré dans une tombe clandestine remplie par du béton et de la terre de rempotage. En fouillant soigneusement les restes du squelette, ils trouvent également le collier avec une balle, celui qui appartenait à Taylor, ce qui a levé tout doute sur le fait qu'il s'agissait bien de ses restes. Apparemment, la dépouille démontre une blessure par balle à l'arrière du crâne. Quelques jours plus tard, le dossier dentaire de Taylor prouve qu'il s'agit bien de son corps. Ashley, qui maintient toujours son innocence, est arrêtée pour meurtre prémédité au premier degré. Pour les proches de Taylor, la nouvelle de la découverte de son corps et de l'arrestation d'Ashley, une amie chère, pour son meurtre, est dévastatrice. Mais Ashley n'est visiblement pas aussi blanche que neige et a déjà commis des actes frauduleux. Avant l'ouverture de son procès pour meurtre, elle est condamnée à 7 ans de prison pour un autre crime. Comme je l'ai dit, Ashley dirigeait avec ses parents une entreprise familiale qui louait des jukebox et des tables de billard aux bars de la région. L'entreprise partageait les bénéfices des locations avec les propriétaires de bars, mais Ashley a détourné l'argent de l'entreprise et lésé les propriétaires des bars.
Pour tenter de brouiller les pistes, elle aurait délibérément mis le feu à l'entreprise pour détruire tous les documents. Elle est reconnue coupable de racket et de fraude organisée. Avant le procès, la défense demande la suppression des déclarations qu'elle a faites aux enquêteurs lors de son dernier entretien, ainsi que des enregistrements de son téléphone portable. Il dépose également une requête visant à exclure toute déclaration ou SMS de la victime en tant que oui-dire. Le tribunal de première instance a rejeté ces requêtes. Le procès pour meurtre s'ouvre en août 2019. Ashley plaide non coupable. D'après l'accusation, voici le déroulé des événements. Comme je vous l'ai dit, le juge a su que Taylor avait retiré les 100 000 $, alors il lui a ordonné de remettre l'argent sur un compte séquestre et lui a donné comme échéance leur prochaine audience. Taylor a réussi à repousser la première date en expliquant qu'elle devait s'occuper de sa mère qui était malade. Mais elle n'a pas réussi à repousser la seconde date qui, comme je vous l'ai dit, était le 12 septembre, 4 jours après sa disparition. Elle avait pour ordre de placer au minimum 25 000 $ sur un compte séquestre avant la tenue de l'audience où elle serait mise en prison. Avant ça, Taylor avait fait un chèque de 34 000 $ à Ashley qui devait de base l'encaisser, puis le retirer en liquide et le placer dans un coffre-fort auquel Taylor devait avoir accès. Mais vous vous en doutez, Ashley a commencé à dépenser de l'argent presque immédiatement pour payer des cadeaux extravagants, notamment un bateau et une moto, à un homme avec lequel elle avait une liaison secrète, Brandon, l'un des propriétaires des bars qui travaille avec son entreprise. Mais ça, elle s'est bien cachée de le dire à Taylor. Et cette dernière a commencé à demander à avoir accès au coffre pour récupérer l'argent pour le mettre sur le compte séquestre, comme le juge lui avait ordonné. Les SMS qu'elle a envoyés à Ashley la veille de sa disparition prouvent l'urgence qu'elle ressentait face à cette situation. « S'il te plaît, ne sois pas en retard. Ils vont me mettre en prison si je ne fais pas ce dépôt. Il ne nous reste plus que 2 heures pour aller à la banque. Tu es bientôt prête ?» Ashley a essayé pendant des jours de se soustraire à ce problème, mais elle savait que ce n'était que temporaire. Elle devait trouver un plan. Elle devait tuer Taylor. Alors elle se dit qu'elle va faire passer son décès pour une overdose. Après tout, il était connu que Taylor avait des problèmes de drogue, alors ça n'aurait pas été si étonnant que ça. Elle aurait mentionné son plan à 3 personnes différentes qui ont toutes témoigné au procès. Le matin du 8 septembre, Ashley passe récupérer Taylor chez elle. Elles vont à droite à gauche et vers 10h du matin, Ashley est filmée en train d'acheter une bière pour Taylor et une boisson dans une supérette. Elle a ensuite versé une grosse quantité de cocaïne dedans. Souvenez-vous, elle a dit aux enquêteurs que Taylor avait commencé à boire très tôt ce jour-là, faisant passer Taylor pour une alcoolique qui boit dès le matin. Mais bien sûr, elle a omis de dire que c'est elle qui a acheté la bière. L'une des amies d'Ashley témoigne au procès que Ashley lui a dit que Taylor avait recraché la bière parce qu'elle avait un drôle de goût, ce qui a obligé Ashley à trouver un autre plan. Elle a probablement inventé une histoire pour expliquer qu'elle devait se rendre à la ferme où le corps de Taylor sera retrouvé. Elle savait que son oncle et sa tante étaient hors de la ville pour un enterrement, donc qu'elle ne serait pas dérangée. Sur place, Ashley a attendu que Taylor soit de dos et inoffensive et a tiré sur son amie en visant l'arrière de la tête. Ashley était apparemment une chasseuse, donc elle savait utiliser une arme et viser. À la ferme, elle a appelé Cassandra avec le téléphone fixe car Cassandra l'a contactée directement puisque Taylor ne répondait pas. Les relevés téléphoniques la placent donc bien là-bas. Elle a ensuite utilisé le portable de Taylor pour envoyer des messages à son entourage, dont elle-même, afin de faire croire qu'elle était toujours en vie. Le lendemain, Ashley est filmée par la caméra de vidéosurveillance d'un magasin en train d'acheter du béton et du terreau. L'accusation affirme que c'est pour la tombe de Taylor. Puis Ashley est rentrée chez elle et a continué sa vie comme si de rien n'était. L'assistante du bureau du procureur Bridget Jensen déclare « Mesdames et messieurs, Ashley McArthur avait un mobile. Ashley McArthur avait l'opportunité. Ashley McArthur a assassiné Taylor White et a ensuite essayé de le dissimuler avec des mensonges, du béton et des complots. » Mais l'accusation craint que les jurés ne soient pas assez convaincus, dans la mesure où le procès repose en grande partie sur des preuves indirectes. En effet, les autorités n'ont pas été en mesure de trouver de l'ADN permettant de relier Ashley au crime. Et c'est d'ailleurs la porte dans laquelle s'engouffre la défense. Selon eux, l'accusation ne dispose d'aucune preuve matérielle ni d'aucune arme du crime permettant de relier Ashley au meurtre de Taylor.
Ils affirment qu'Ashley n'aurait pas eu la force de porter un sac de ciment de 50 kg, ni même le corps de Taylor, car comme je vous l'ai dit, elle a un problème au dos et a même dû mettre un terme à sa carrière d'analyste de scènes de crime à cause de cette blessure. De plus, le ciment qu'elle a acheté est une fine poudre, alors que le ciment retrouvé autour du squelette de Taylor comporte des cailloux. L'avocat de la défense, John Berosset, déclare « Aucune preuve matérielle ne sera présentée au cours de ce procès pour vous montrer qu'Ashley McArthur a quelque chose à voir avec la mort de Taylor White. » Il a également remis en question la stabilité mentale de Taylor au moment de sa disparition, citant des rumeurs selon lesquelles Taylor prenait de la drogue. Le jury part en délibéré. Ashley McArthur est déclarée coupable et un juge la condamne plus tard à la prison à vie, assortie d'une peine obligatoire de 25 ans d'emprisonnement. Cependant, la douleur causée par les actes d'Ashley est incommensurable. « Je ne l'ai pas vu venir et c'est ce qui est effrayant », se souvient Cassandra. Elle savait ce qu'elle faisait et pendant tout ce temps, elle prétendait être mon amie. Ashley a pris quelqu'un que j'aimais. Ashley fait appel de sa condamnation. Elle fait valoir que le tribunal avait commis une erreur en autorisant la présentation de certains éléments de preuve, notamment les déclarations qu'elle avait faites aux enquêteurs, les enregistrements de son téléphone portable et les SMS de Taylor en tant que oui-dire. La cour d'appel estime que toutes les déclarations relatives à l'affaire faites par Ashley après la restitution de son téléphone portable l'avaient été après la lecture de ses droits et estime également que tous les SMS et toutes les déclarations de la victime n'étaient pas du oui-dire. Au contraire, la cour estime qu'ils étaient pertinents pour établir une chronologie, un mobile et une intention. En avril 2021, la cour d'appel du premier district de Floride confirme la condamnation pour meurtre au premier degré et la peine d'emprisonnement à perpétuité d'Ashley McArthur. L'affaire du meurtre de Taylor White est donc marquée par la trahison et une vie écourtée par l'appât du gain. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!